Le fait que 3 personnes sur 4 ne soient pas sous traitement dans cette région-là a deux conséquences principales. Une première conséquence qui est sur la mortalité. Même si ce n'est que 18% du total des gens qui vivent avec le VIH, en fait, on estime que c'est 27% de la mortalité qui est attribuable au VIH. Donc il y a une surreprésentation de la mortalité et elle augmente, puisque aujourd'hui, la seule manière, on le sait bien, de prévenir cette mortalité, c'est de traiter les gens. Il y a 10 ans, on était entre 10 et 15%. Aujourd'hui, on est à 27%. Et donc, de plus en plus, parce que cette région est délaissée en termes de traitement, il y aurait une mortalité importante. Deuxième conséquence, c'est une conséquence sur l'incidence. L'objectif aujourd'hui n'est plus uniquement d'arrêter la mortalité, c'est d'arrêter l'épidémie. L'ONU-SIDA a donné des objectifs très clairs de contrôle de l'épidémie en 2020 et de l'arrêter en 2030 si on utilise le traitement à large échelle et on arrive à traiter 90% des gens qui sont infectés. On a 21% de gens qui se font infecter. Par contre, si on regarde les enfants, parmi le total des enfants qui se font infecter par le VIH aujourd'hui dans le monde, 45% des enfants, presque un enfant sur deux, vient de cette région-là. Donc ça, c'est le produit de la négligence de cette région. Plusieurs de ces pays sont pris dans une instabilité, je dirais, chronique. C'est bien sûr le cas de la République centrafricaine ou de l'Est du Congo ou du nord du Nigeria. On connaît bien les problèmes là. Il y a une guerre à peine larvée en permanence. Donc, bien sûr, ce n'est pas la priorité politique. Ça déstabilise les services de santé donc on a des difficultés à organiser des soins pour le sida. Il y a d'autres problèmes conjoncturels en Afrique de l'Ouest. 3 pays bien connus, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ont une épidémie dévastatrice d'Ebola durant les 2 dernières années. Ça a non seulement éloigné les gens des services de santé, ils n'osaient plus y venir, mais ça a tué énormément des centaines de personnels de santé. Donc c'est déjà des pays dont les services de santé sont extrêmement faibles et leur capacité a encore été réduite. Donc ça, j'appellerais ça des barrières conjoncturelles. Maintenant, il y a des barrières structurelles. Ce sont, dans ces régions-là, les services de santé sont plus faibles et donc les soins SIDA n'ont pas été organisés comme dans les pays d'Afrique australe, ils n'ont pas été décentralisés avec des soins à proximité de l'endroit d'habitation des gens. Il y a un coût aussi, souvent, dans ces pays, on demande des paiements parce que les services de santé fonctionnent avec un tiers payant. Et donc le patient, on va lui demander de payer à chaque consultation. Or, c'est des soins à vie. Donc ce sont une série de barrières qui s'accumulent. Il y a des ruptures de stock, bien souvent. Et donc le patient qui s'est déplacé pour venir au service de santé, eh bien, il est arrivé là, ça lui a coûté son déplacement, et on lui dit, ben, désolé, il n'y a pas de médicament aujourd'hui, revenez nous voir dans 2 semaines, revenez nous voir dans 1 mois. Alors, 3 personnes sur 4 qui n'ont pas accès au traitement, oui, c'est un énorme problème. C'est 5 millions de personnes infectées qui n'ont pas accès au traitement, mais surtout, c'est un problème qui, pour nous, est en croissance. C'est un problème qui s'agrandit. Donc, l'écart avec le restant du monde, principalement l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, est en train de se creuser. En Afrique australe, là où la prévalence est beaucoup plus importante, les nombres sont plus importants, et paradoxalement, on a de meilleurs succès. En fait, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, les services de santé s'adaptent aux besoins des patients. Et donc, on déplace le service et on le rapproche du patient. Encore une fois, c'est une maladie chronique. On le rapproche à la fois pour dépister les patients, parce que beaucoup d'entre eux, on sait aujourd'hui qu'on a à peine 1 personne sur 2 qui a été dépistée. Les autres, qu'est-ce qui se passe? Soit ils ne sont pas symptomatiques, soit ils ne sont pas suffisamment malades pour venir au service de santé, encore une fois, qui est trop loin. Eh bien, il faut aller les voir dans le village, et donc il faut sortir des services de santé pour faire des campagnes de dépistage. Après, convaincre ces gens, de ceux qui sont séropositifs, identifiés comme tels, d'être mis sous traitement. Et puis, et sans doute le plus difficile, il faut garder ces gens sous traitement à vie. Et donc, il est exclu de les faire venir tous les mois
ou même tous les 2 mois au service de santé, dont encore une fois on a expliqué que c'était trop loin. Et donc on déplace, on espace les consultations. Une fois qu'ils vont mieux, très rapidement, les patients VIH sous traitement vont mieux, n'ont plus de symptômes, sont stabilisés, comme on dit. Eh bien, au lieu de les faire venir tous les mois, on peut les faire venir tous les 6 mois. Bien sûr, il faut avoir les médicaments, il faut s'assurer qu'ils en ont reçu assez pour tenir le coup. Et puis, pourquoi doivent-ils venir s'ils n'ont pas de problème clinique? Pourquoi venir au service de santé juste pour recevoir des médicaments? Non, on essaye de créer des postes d'approvisionnement en médicaments à proximité de l'endroit où ils habitent, où ils pourront se réapprovisionner et donc on limite les frais de déplacement. Il faut avoir une quantité plus importante de financement et il faut des financements plus spécifiques. Ils doivent être plus ciblés sur les solutions spécifiques que l'on vise, dont on a parlé. Permettre d'aller tester les patients dans la communauté, permettre de mettre en place des structures de réapprovisionnement en médicaments. Donc, c'est des solutions ciblées qui seront différentes d'un contexte à l'autre, des financements ciblés qui appuient ces solutions et qui surtout appuient ce que l'on appelle un niveau communautaire de prestation de soins. Les services de santé dans ces pays-là ont été de façon chronique trop faibles, ils le seront encore dans le futur. S'il n'y a pas une partie des prestations qui sont faites dans la communauté par les différentes organisations communautaires, moyennant financement, on n'y arrivera pas. Il y a pour le moment encore des finances disponibles. Elles seront disponibles encore pendant 4-5 ans. On dira au pays, faites un gros effort et l'argent est disponible pour le faire. Si elles ratent ce train, malheureusement, elles vivront avec une épidémie de sida pour probablement le siècle qui vient et une épidémie qui risque même de réaugmenter par la suite parce que les moyens ne seront plus pour la garder sous contrôle.